le manuel de droit constitutionnel que j'écris avec Stéphane Pierre-Cap, je ne suis pas mécontent d'avoir écrit ce livre à deux mains, ça a été très très profitable, très utile, et ça m'a beaucoup intéressé. J'étais très surpris que Didier Truchet s'adresse à moi pour ce manuel qui était vacant depuis la disparition du Monde de Maurice Duverger. Et ça, c'est un travail passionnant, écrire un manuel dans lequel il y a une certaine dose d'Europe quand même. Hein. Elle n'est pas complètement absente, donc je pense que le droit public interne est une des portes d'entrée au droit européen, pour le droit européen, et ça m'a intéressé de faire ce livre. Là, je suis en train de travailler à la mise en jour de la 7e édition, et c'est un livre qui m'a beaucoup intéressé. C'est pas facile. Je ne sais pas s'il y a une école strasbourgeoise. Je ne crois pas qu'on se soit rendu compte qu'il y avait vraiment une école, parce qu'on est des tempéraments et des individus différents, avec des centres d'intérêt différents, peut-être avec la même exigence de sérieux et de qualité, mais autrement, est-ce qu'on peut parler d'une école? À l'époque, il y avait d'autres endroits où on enseignait fort bien le droit communautaire. Il y avait Toulouse avec Guy Isaac, il y avait Bordeaux avec Jean-Claude Gautron, il y avait Rennes avec Jean Rau, il y avait Paris avec Manin, Masclet, il y avait Nice avec Joël Rideau, il y avait... Enfin, n'exagérons rien, Strasbourg, oui, mais Strasbourg dans un paysage français avec beaucoup de collègues qui travaillaient cette matière aussi, et collègues de grande qualité. Donc, est-ce que vraiment Strasbourg avait une originalité particulière? Peut-être qu'on s'est attaqué à des entreprises un peu spéciales, comme celle de faire des commentaires, article par article, des traités. Ça a été une folie, pratiquement, parce que si on avait su ce que ça représentait, on ne l'aurait probablement pas tenté. N'oubliez pas que c'était à l'ère où il n'y avait pas d'ordinateur. J'aime bien traiter les sujets qui me sont imposés. Je sais pas, c'est peut-être un vieux reste du temps de l'étudiant que j'étais. J'aime bien m'affronter, les 3 heures, vous avez une copie, vous traitez ce sujet. Vous n'en traitez pas un autre, vous ne traitez pas celui que vous connaissez. On s'y met, on réfléchit, on vit avec ce sujet, on le triture, on griffonne des choses sur le papier d'abord, on note des éléments, on va vérifier des choses, et puis petit à petit, je ne sais pas, ça s'organise et ça coule. Et puis vous mettez devant l'ordinateur et vous commencez. Et puis vous réfléchissez à un plan, bien sûr, vous le trouvez, il est plus ou moins bon, vous le rectifiez. Je pense que ma méthode n'est pas différente de la méthode de tous les collègues. Il n'y a pas 36 manières d'arriver à boucler un article. Bon, le temps est un bon aiguillon. Quand vous avez le feu au derrière, vous êtes productif, parce que vous savez que vous devez rendre la copie dans un certain délai, ça vous pousse à travailler, à écrire. Et puis on arrive aujourd'hui à un rythme... moi je suis satisfait quand j'ai fait par jour 4 à 5 pages. Je suis content de moi, j'ai bien travaillé. Mais d'abord, oui, il faut se placer un peu dans une situation d'isolement. Il faut réfléchir avec son ordinateur portable. Ça fait comme quand j'étais étudiant et que j'avais ma copie et mon brouillon, et puis les 3 heures, et puis le sujet. Un peu comme ça. Je vais voir les autres aussi, bien sûr, je ne les néglige pas. Non, parce que la plupart des sujets, ils ont déjà été engagés, entamés, ils ont déjà donné lieu à tel article, à telle thèse, à tel travail. Bien sûr, on va s'en inspirer,
On va regarder, mais ce n'est pas mon premier mouvement. Sûr, oui, je ne vais pas travailler en vase clos, ce n'est pas possible d'ailleurs. Il faut par honnêteté intellectuelle citer, avoir lu les gens, dire si on est d'accord ou pas, envoyer à telle référence, bien sûr. Bien sûr. J'ai le plan en tête, je commence en général par l'intro, l'annonce de plan, puis parfois ça change, parce qu'il y a des choses qui sont dans l'intro qui ne me plaisent pas, qui devraient être ailleurs. On a une facilité extraordinaire maintenant avec le traitement de texte, c'est formidable. Tout ça, on ne pouvait pas le faire avec la plume, c'était impossible. Là maintenant, vous pouvez jouer, vous pouvez disloquer un texte, vous pouvez prendre des morceaux, le mettre ailleurs, c'est fabuleux, fabuleux. Ça vous donne quand même une grande aisance pour écrire, je trouve, très grande aisance. Et effectivement, après ben, ça se déroule plus ou moins facilement. Parfois, il y a des hiatus, on s'arrête, ça ne va pas, on n'est pas satisfait, on laisse reposer un peu la pâte, et puis on revient le lendemain, on relit ça, on dit tiens, ben là, non, c'est pas bon, il faut faire comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de la cuisine, si vous voulez. Pour moi, la problématique est un faux ami, si vous voulez. Ça ne m'aide pas beaucoup. Dire que quelle problématique, ben, je ne soulève pas de problématique, j'essaye de traiter un sujet. Si la problématique c'est le plan, eh ben, le plan est l'expression de la problématique que je veux donner à ce sujet. Mais je crois qu'il ne faut pas faire une montagne de cette problématique, parce que ça effraie un peu les étudiants. Là. Quand vous leur parlez de problématiques, ils se grattent la tête, qu'est-ce que c'est? On a du mal à les définir, vous comme moi. Donc est-ce que ce n'est pas le faux ami dont il faut se débarrasser? Si la problématique est dans le sujet et si elle est dans la manière dont le sujet est traité, alors en soi, le mot problématique, il est vide, il se dégonfle. C'est un mot qui est inutile. Il ne nous sert à rien, si vous voulez. Vous avez un sujet, vous le traitez, point à la ligne. Vous faites le mieux du monde, vous essayez de le traiter le plus honnêtement, le mieux du monde. Voilà. Mais parler de la problématique d'un sujet, moi, ça me paraît un peu un langage de femme savante, un langage pédant. Je ne vois pas ce que ça apporte, si vous voulez. Pour moi, ça ne m'apporte rien. Donc moi, je le bannis, je le proscris. Je ne l'ai pas utilisé devant mes étudiants, je ne l'ai jamais utilisé. Je leur ai dit, vous avez un sujet, il faut essayer de délimiter votre sujet, de le cadrer, donc de ne mettre dans le sujet que ce qui est relatif au sujet, de laisser à l'extérieur ce qui, selon vous, doit être à l'extérieur. Si vous avez une ambiguïté, une difficulté, il faut le dire. Pourquoi vous retenez cet aspect qui, bien que paraissant extérieur, vous semble relever du sujet, ou à l'inverse, vous devez toujours l'expliciter. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez cadré le sujet, vous ne risquez pas de faire du hors-sujet, ce qui est le gros péché, la plupart du temps. Ce qui se produit quand l'étudiant récite ce qu'il sait au lieu de réfléchir à ce qu'on lui demande. Et une fois que vous avez délimité les éléments constitutifs, vous avez recensé les éléments constitutifs, il faut les organiser, il faut les structurer. Il faut exprimer aussi une certaine dynamique. Tout ça, c'est le résultat de la réflexion et du travail. Il n'y a pas de recette, si vous voulez, il n'y a pas de miracle. Et le mot problématique, ce qu'il est censé recouvrir, moi, ne m'a jamais aidé à grand-chose. Je ne vois pas ce que ça veut dire.